Dans la grande famille des débats qui nécessitent moins de 3 minutes pour transformer une discussion courtoise en un champ de bataille post-conflit nucléaire, le cinéma est un représentant de choix. Certains films semblent parfois même être faits pour cultiver ce goût de l'ouverture et poser plus de questions de genre ou de narration que proposer de réponses. Que signifie vraiment la fin d'Inception? Faut-il un nouveau Star Wars? Pourquoi Marion Cotillard? Si chacun a le droit d'avoir une opinion, on se tournera volontiers vers les plus intelligentes et les plus critiques afin d'en savoir plus sur des œuvres qui nous ont marqués. C'est notamment le taf du fossoyeur de films qui potasse la question sur YouTube depuis 2012, apportant ses pierres à l'ouvrage plus qu'alimentant les trolls. En compagnie de Patrick Beau d'Axolot, le fossoyeur de films est dans le podcast. Tu as choisi le nom, fossoyeur de films. Ouais. Tu t'es appelé fossoyeur de films, ce qui est extrêmement angoissant. Parce que un fossoyeur de mémoire, c'est un mec qui est dans les cimetières, qui enterre et déterre des cadavres. Oui, absolument. Est-ce qu'en termes de métaphore, pour parler du cinéma, ça risque de pas faire un peu peur à la profession? Je ne sais pas si ça peut leur faire dresser les oreilles et ensuite ils voient que la réalité du truc derrière, ça ne nous dérange pas. C'était surtout une question esthétique, vu que je suis très intéressé par le cinéma de genre et que je voulais que la chaîne YouTube soit particulièrement axée sur le cinéma de genre. J'aimais bien l'idée de ce personnage tout droit issu d'une série Z des années 50. J'aime bien cette esthétique un peu Ed Woodesque, on va dire, du Fossoyeur. Mon intérêt pour le cinéma d'épouvante, enfin voilà, ça résumait pas mal de trucs pour moi. Et tout simplement, j'aimais bien j'aimais bien le gimmick du fait de déterrer des sujets et des films. Parce que tu as une vraie pelle et un vrai maquillage. C'est ça. C'est pas du plastique ou quoi que ce soit, c'est des vrais instruments. Le budget maquillage pour une web série comme ça, c'est combien? C'est à peu près de 10 € pour 10 numéros. Un petit pot de maquillage et hop, je mets tout dans mes mains, je fais blablabla, en passant partout. D'accord. Voilà. Et la pelle, pour la petite histoire, c'est la pelle de mon papy, de feu mon papy. Donc j'ai un petit bout de mon papy, et voilà, il y a un héritage. Alors donc du coup tu t'es lancé dans ces vidéos autour du cinéma en septembre dernier. C'est ça. Septembre 2012. En octobre. Le septembre, quand j'ai lancé la chaîne, je m'étais lancé dans la chaîne avec 2 projets. Il y avait le fossoyeur de films que je voulais faire depuis un certain moment. Je voulais faire des chroniques cinéma depuis un certain moment. Et puis il y avait aussi le versant musical de la chaîne, qui est Dead Watts. C'est un alter ego musical, on va dire. Et je voulais faire aussi pas mal de vidéos musique. Et j'ai surtout commencé en fait pour me mettre au point, pour expérimenter sur le matériel et tout ça, avec les vidéos de musique. C'était plus dans une zone de confort pour moi et ça me permettait d'être plus à l'aise pour lancer la chaîne. Et ensuite j'ai attaqué avec le Fossoyeur, mais un mois plus tard, en octobre. Qu'est-ce qui t'a motivé franchement à faire des vidéos sur le cinéma comme ça? Tout simplement en fait, c'est une sensation de manque en tant que spectateur et je voulais faire ce que j'avais envie de voir en tant que spectateur et que je ne voyais pas en tout cas dans l'internet français. Parce que ça faisait quelques années que j'étais très fan et très client des formats, on va dire, américains de la critique, avec That Guy with the Glasses, des sites comme ça, avec le Nostalgia Critique. Et ce genre de personnes qui créent un personnage un petit peu fantaisiste pour traiter des analyses assez sérieuses à la base et assez conséquentes, qui des fois s'étalent sur 10, 15, 20, 30 minutes même, c'est des analyses assez longues. Et ils ont ce ton vraiment assez léger et humoristique qui contrebalance le côté un peu parfois lourd de l'analyse et ça crée une bonne dynamique. Et pendant longtemps, j'avais pas eu la sensation de voir vraiment un équivalent français à ce genre de démarche. Et donc j'ai voulu m'attaquer aussi à ça pour combler ce manque que je voyais en tant que spectateur. On en parlait avec Patrick d'Axolot. On en parlait parce qu'en fait, toi tu es sur un contenu, donc toi sur Axolot, Patrick, tu fais quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance, t'apportes des faits, enfin ce sont des anecdotes complètement folles qui arrivent de tous les horizons différents. Et en fait ce que tu fais avec le cinéma c'est aussi un peu pareil, tu fais des analyses de films, tu proposes des points de vue qui sont aussi constitués par moments d'anecdotes assez folles, sauf que le cinéma en fait se trouve être une matière à débat et à troll incroyable. On voit ça avec toutes les communautés, donc il y a toi qui est arrivé, il y a Durandal aussi qui fait des vidéos, et ça réagit énormément. Ah oui. Mais de toute façon à la base je pense que le cinéma est un des sujets les plus prisés dans toutes les discussions en société. Dès qu'on sait pas de quoi parler avec quelqu'un, dès qu'il y a un silence gênant, alors t'as pensé quoi de tel ou tel film? Et c'est marrant, c'est un sujet qui fait vraiment partie de l'imaginaire collectif, qui débloque plein de choses chez les gens. C'est d'une certaine manière dans sa dimension la plus légère, on va dire, c'est un peu l'équivalent de discussion sur le temps. Donc il fait beau aujourd'hui, non, t'as vu qu'il y a un tel film et tout ça.
Bon, et donc je pense que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de gens à tous les niveaux. Et ça m'étonne pas que ça réagisse autant. Ouais. Et un truc avec le cinéma aussi, c'est que tout le monde se croit légitime pour analyser ou critiquer les films. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un terreau propice au troll, quoi. Absolument. Comme la météo, exactement. Voilà, c'est pas comme si il y avait une instance suprême qui pouvait décider si tel ou tel film mérite d'être vu, etc. Donc tout le monde se croit autorisé à apporter sa critique, même des gens. Donc, et d'ailleurs, oui, voilà, on le voit avec certains de tes concurrents entre guillemets sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que ils ont suffisamment de matière pour pouvoir analyser des films. Or, c'est pas forcément le cas, quoi. Ouais. Et ça c'est. La critique cinématographique, c'est vraiment un débat sans fond, parce que tout le monde a sa propre vision de ce que doit être la critique. Déjà, je pense que généralement, il y a bizarrement une espèce de mauvaise presse pour les critiques, ou les gens qui se proclament critiques, avec le côté non, mais si tu fais de la critique, c'est que tu fais rien à côté, et t'es quelqu'un d'aigri. Et t'as raté quelque chose. Ça n'a rien à voir, quoi. Il y a toute une dimension créatrice dans l'écriture d'une véritable critique, d'une véritable chronique. C'est une part d'écriture créative. C'est comme quand Gilles Deleuze disait que la philosophie, pour lui, c'était une création, c'est un travail artistique, c'est la création de concepts. Un degré différent. Pour la critique, c'est pareil. Ça relève aussi de l'écriture créative. Et je pense d'ailleurs que d'ici quelques temps, je ferai une vidéo qui aura pour sujet de la critique. Et juste le concept même, qu'est-ce que la critique, qu'est-ce que ça évoque pour les gens. Parce que pour moi, c'est pas du tout une question de j'aime pas. Je pense qu'il y a beaucoup de magazines, de journaux, tout ça, qui donnent une mauvaise image de la critique en parlant de films, sous le plan, c'est pas terrible, les acteurs sont mauvais, puis sincèrement, il y en a marre, c'est pas très intelligent tout ça. Enfin voilà, ce degré de superficialité qui fait du mal finalement à la critique. Et il y a beaucoup de gens qui aussi, par exemple, quand ils lisent une critique des cahiers du cinéma, ils disent mais à la fin on ne sait pas s'il a aimé ou pas. Et là n'est pas la question, parce qu'à moins de connaître personnellement un critique ou de connaître suffisamment ses écrits pour savoir un petit peu comment se positionner en termes de goût, on part tous du postulat de toute façon que tous les goûts sont dans la nature, la subjectivité des goûts et tout ça. L'opinion n'est pas la clé, c'est pas l'opinion qui compte. C'est ça, c'est la manière de décortiquer le truc. Voilà, c'est la mise en contexte. Et pour moi c'est ça. Ce qui est marrant, c'est qu'avant Internet en fait, il y avait aussi une double critique. Enfin, il y avait vraiment la critique des cahiers du cinéma, le truc très académique où les universités font des recherches, des travaux, publient des documents dessus. Et il y avait la chronique de Ciné Live, de Ouest France. Et j'ai l'impression qu'Internet, notamment ce que tu fais, ça joint un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a toute cette scène de YouTube qui cumule l'opinion. Parce que, enfin, vous n'hésitez pas à troller, franchement. On va pas se mentir, ça troll un peu dans les vidéos. Notamment quand tu as Durandal qui fait pourquoi j'ai raison, pourquoi vous avez tort. On a juste envie de cliquer sur la vidéo pour dire non, tu es con, j'ai raison, tu as tort et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça fait des commentaires et ça fait des vues. Mais c'est rigolo ça après, c'est des trolls complètement assumés. C'est très drôle. Et donc du coup, est-ce que toi tu sens que c'est quelque chose qui est arrivé avec Internet, quelque chose que tu as pu apporter, ou est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà avant et dont j'ai absolument pas connaissance? C'est quelque chose qui existe avant, mais qui n'était pas forcément exprimé sous ce biais-là. Je pense que Internet n'a pas apporté une nouvelle manière de critiquer quoi que ce soit, mais plutôt un ton, et c'est plutôt en termes de forme qu'il y a, je pense, eu un renouvellement. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas une question de donner juste son avis, j'aime pas. Après, je donne aussi mes avis dans les vidéos, mais c'est presque accessoire. Et souvent, je le fais aussi sous des petites piques un petit peu trollesques, parce que ça me fait marrer, et puis je considère que la mauvaise foi, tant qu'elle est assumée, tant qu'elle est drôle, c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Mais je considère en tout cas la critique avant tout comme le fait de donner des clés de visionnage. C'est juste ça, contextualiser, donner des éléments des grilles d'analyse tout simplement aux gens qui puissent leur mettre en perspective les films qu'ils regardent. Moi c'est ce que j'apprécie dans tes vidéos, c'est le fait que tu permets d'avoir un autre regard sur le film. En donnant effectivement des clés et en apportant aux spectateurs des éléments qu'ils ignoraient peut-être sur le background derrière un film, derrière un genre de film, derrière un réalisateur. Et donc du coup, on est amené à voir le film différemment. Et je pense notamment
la chronique que tu avais faite sur Conan, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, après avoir vu cette chronique-là, que spontanément, ils seraient pas allés vers ce type de film, parce que donc ils avaient beaucoup d'a priori dessus. Et d'ailleurs, tu le dis en plus dans la chronique, tu dis que les gens imaginent que Conan, donc c'est un film d'essai rénové de bourrin, etc. Ouais. Et donc la façon dont tu abordes le truc et dont tu présentes la mythologie Conan a intrigué des gens qui donc n'y seraient pas allés de leur propre chef, quoi. Ça, je trouve que c'est très intéressant d'apporter ça, quoi, d'apporter un angle différent, alors qu'il y a beaucoup de critiques qui donc se contentent, et à mon avis c'est ce qui donne cette image du critique aigri qui critique parce qu'il n'a pas pu faire du cinéma, quoi. Ouais, il y a des critiques qui semblent ne parler que des films qu'ils n'ont pas aimés et qui déversent leur bile. Moi, je me dis que quitte à écrire quelque chose sur une œuvre, autant que ce soit pour la partager parce qu'elle est facile, quoi. Ne pas perdre de temps à cracher sur quelque chose. Je pense qu'inconsciemment, c'est ce qui fait mon angle aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, il est plus facile de parler effectivement d'un truc qu'on n'a pas aimé. Et c'est un truc qui marche plus sur Internet en termes de pur format. Je sais plus comment on appelle ça, ces critiques qui défoncent des films. Les rageux. Ouais. Mais il y en a qui le font très bien, hein. C'est le Nostalgia Critique, par exemple, c'est son compte commerce, il le fait super bien. Ouais, mais c'est drôle, il ajoute une dimension qui est comique, notamment avec Jasper Bum, là, enfin, bien sûr. Les Bum Reviews, ouais, c'est très comique. Ouais, absolument. Mais ça marche mieux, et c'est marrant parce que sur mes vidéos, les deux qui ont le plus marché, c'est les 10 pires clichés et les chutes de trop. C'est les deux seules vidéos qui sont explicitement à propos de trucs que je vais bâcher. Voilà, ils ont envie de voir quelqu'un qui va s'énerver contre un truc parce que je sais pas, c'est un format qui plaît, parce que bon, ça, il y a un petit côté de défouloir qui doit plaire à certaines personnes. De Jean-Pierre Coff, par exemple. Les gens cherchent la haine et la détestation, quoi. C'est ça. Pour rester dans le contexte d'internet, le joueur du grenier, par exemple, ne fait des reviews que de jeux pourris. Et à un moment, on lui demandait mais pourquoi. Enfin, il avait reçu pas mal de questions qui disaient mais pourquoi tu fais pas des reviews des fois de jeux bons. Et il avait fait une vidéo qui était un petit peu un hors-série en chroniquant un jeu bon et en montrant qu'il n'avait absolument rien à dire quand j'étais bon. Oh là là, mais regardez ces décors, c'est magnifique. Voilà. Et ça revenait à ça. C'était caricaturé, mais ça montrait bien quand même qu'il y a un peu plus de facilité, sous un point de vue en tout cas comique, de parler de... Mais c'est ça le truc, moi je fais pas des trucs à viser a priori comique. Enfin, le comique, l'humour, le ton seront ce que je saupoudre par-dessus la chronique. Mais à la base, la chronique est juste sérieuse. Bah oui. Mais c'est ça qui est dingue en termes de format sur YouTube, c'est que les vidéos des critiques de cinéma dont tu fais partie et que tu représentes magnifiquement, ce sont des vidéos qui durent un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure, qui sont des formats mais gigantesques pour YouTube. Ce sont des formats qui sont aussi, qui sont pas non plus toujours ultra produits. Par exemple, les après-séances que tu fais, c'est face cam et c'est caméra déroulée. Et c'est parfois complexe, c'est sérieux, parfois premier degré. Il y a du propos qui est extrêmement construit et ça cartonne, quoi. Et c'est vraiment chouette. Je sais pas, est-ce que toi, t'as eu des retours de gens qui ont critiqué ce format ou qui, au contraire, l'ont encensé, l'ont décliné Parmi les gens qui s'en inspirent pour eux-mêmes faire des trucs, ou des gens qui te disent, qui te parlent de ton format. J'ai des retours vraiment de toutes sortes. Il y a des gens qui adorent. Il y a eu du succès et ça me fait vraiment très plaisir parce que ça me montre que le manque que je ressentais à ce niveau-là, j'étais peut-être pas le seul à le ressentir. Donc en essayant de combler le manque que je voulais combler donc en tant que spectateur, j'ai comblé celui, sans mauvais jeu de mots, de l'audience. Mais j'ai toutes sortes de retours. Après, c'est très difficile de trouver un format qui... on peut pas plaire à tout le monde. C'est un cliché de dire ça, mais c'est éminemment vrai. Ce que je fais sera trop vulgarisé pour les mecs les plus pointus, sera trop pointu pour les gens qui n'ont pas forcément de connaissances a priori du cinéma. T'as reçu des retours comme ça de gens qui disaient c'est trop simplifié ce que tu fais? Ah oui, bien sûr. Non, mais il y a des gens des fois qui comprennent pas du tout la démarche, qui comprennent pas ce que peut être la démarche de vulgarisation. J'ai reçu un jour 6 pages ultra construites d'un mec qui est vraiment un énorme pavé qui m'écrivait de A à Z pourquoi ce que je faisais c'était de la merde. Je sais pas, mais le mec a vraiment pris le temps, donc j'ai pris le temps de lui répondre juste comme ça, merci d'avoir pris le temps de dire ça, voilà, très bien. Et il parlait de quoi en particulier? Je sais plus, mais il était vraiment super vénère. Par exemple sur la chronique sur la peur, au début je donnais 3 dates clés sur les débuts du cinéma d'épouvante, je citais le cabinet de Dr Caligari, Bossu Notre-Dame et je sais plus lequel était là. Exan, le film suédo-danois. Et bien sûr qu'il y a d'autres, il y a Nosferatu, il y a plein d'autres films qu'on pourrait citer, mais au bout d'un moment c'est ça, quand tu veux pas restreindre le format, mais arriver à construire quelque chose qui soit concis, arriver vraiment
un temps de parole qui puisse être efficace, tu dois tailler dans le gras de ta chronique. Moi, sur l'écriture, il y a un premier jet un peu chaotique, ensuite il y a un deuxième jet où je mets tout en place, et un troisième jet où juste je taille pour éviter les redondances, éviter que ça soit vraiment trop lourd. Parce que j'essaie vraiment de m'adresser à tout le monde. Le mec me disait, mais c'est inadmissible que tu n'aies pas cité Nosferatu, alors que j'ai fait une chronique après, quand je disais, pour dire justement, tiens, il y avait aussi ça, machin, je parlais du Slenderman, et j'avais dit Nosferatu aussi, qui on peut prendre en compte, mais ça faisait juste redondance avec un autre truc que j'avais dit. Donc voilà, c'est la plupart du temps les retours négatifs que j'ai, c'est des gens qui ne font pas la démarche de comprendre le qui sont déjà experts en fait. C'est ça. Mais il y a des experts qui trouvent très bien aussi la vulgarisation. Et je pense être suffisamment long aussi dans mes chroniques pour pouvoir aller un petit peu dans le fond, ce que j'essaie vraiment de faire sur les épisodes du Fossoyeur. Mais la plupart des retours négatifs, voilà, c'est des gens qui n'ont pas envie de comprendre le propos, j'ai l'impression. Mais je suis quand même étonné de ce genre de réaction, quoi, parce que t'as envie de dire au gars, mais fais ta vidéo, quoi. Bah ouais. Surtout, il aura peut-être un public aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être le niveau de complexité qui sera après le tien, et il y aura peut-être un public. C'est ça, vous n'êtes pas forcément en train de vous marcher dessus les uns les autres. Complètement. Et après, c'est aussi une question de format. Il y a des choses, ce que me disait le mec, ok, d'accord, mais tu t'écris un article, c'est des trucs pour développer sur écrit. Je vais pas faire une vidéo de 57 minutes pour faire un espèce de récapitulatif exhaustif de tout ce qui est le cinéma d'épouvante. Et puis un truc qui est très important, c'est que comme tous les travaux de médiation, il y a une question de regard, enfin de personnalité. C'est-à-dire que toi, tu as ton prisme de lecture, que tu travailles, que tu entretiens, c'est quasiment une garantie que tu proposes au spectateur. Au spectateur ? Aux internautes ? C'est la vidéo. Et puis voilà, en fait, c'est ton regard que les gens vont chercher, et c'est très bien au contraire. Enfin, ça légitime complètement le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent ce travail sur YouTube. Ce ne sera pas de la concurrence, mais de la complémentarité. Parce que les avis seront différents, j'imagine que les constructions sont différentes. Est-ce que ça t'est arrivé dans un profond désaccord avec un autre critique ? Alors, je les connais pas tous sur Internet. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un profond désaccord, mais vraiment, et de t'expliquer avec cette personne pendant des heures et des heures, en mode guerre ouverte, quasiment? Non. En fait, la plupart des débats cinématographiques ne m'intéressent pas parce que comment dire, encore une fois, on parle du principe de la subjectivité des goûts. Je n'aurais de problème avec l'opinion d'une personne sur un film que si j'ai la sensation qu'il n'a pas compris ce qu'est le film ou la démarche du film. Je prends un exemple, un running gag que j'ai dans ma vidéo Dune, qui est un film que j'adore, qui est éminemment imparfait par beaucoup d'aspects. Je n'aurais aucun problème à ce que quelqu'un vienne me dire non mais c'est une mauvaise adaptation, il y a un problème de rythme, c'est pas terrible, donc je n'aime pas du tout. S'il me dit ça sous un joueur construit et il montre que tout en disant ça il a compris ce qu'était le film, son contexte, sa démarche et tout ça, je n'aurais aucun souci à ce que quelqu'un n'aime pas les films que j'aime. Généralement, si je suis en désaccord avec quelqu'un et que je m'explique, c'est que j'ai la conscience, enfin la certitude qu'il y a une incompréhension à la base sur ce qui est critiqué, s'il y a un mauvais procès d'intention. Et là, j'essaie juste de rétablir en fait ce que je pense être une injustice dans le regard. Mais ça sera juste à ce niveau. Après, le fait les goûts différents, le fait que des gens détestent des films que j'aime et vice versa, j'ai aucun souci avec ça me laisse froid. C'est vrai qu'on ne peut réellement s'énerver que sur des points objectifs, quoi. Bah oui. Par exemple, je pense à Fight Club notamment. Il y a un ami à moi qui déteste Fight Club parce que pour lui il y a des allusions cachées à la Shoah et il estime que l'auteur est antisémite parce que donc il s'amuse avec des symboles tels que le fait d'injecter la graisse des femmes dans leurs lèvres, etc. Pour lui, c'était une allusion à la graisse des juifs utilisée pour faire des savonnettes, etc. Bah, d'ailleurs, il y a savon, il n'a pas compris en fait la démarche ironique. Là, c'est ça en fait. Donc voilà, c'est très très ironique. Tout le discours sur la société de consommation, etc., qui récupère ses propres déchets. Bon, donc pour lui, c'était clairement une allusion à l'Holocauste. Et puis il y avait d'autres détails pour lui, voilà, qui étaient nauséabonds. Et donc là, sur une interprétation aussi décalée de l'œuvre, oui, tu peux t'agacer, quoi. En disant, mais non, c'est un faux procès. C'est ça, voilà, c'est le genre de truc sur lequel je pourrais rebondir. Parce que c'est complètement à côté de ça. C'est absurde. Alors que si le gars me dit, oui, non, moi j'aime pas du tout le film, j'aime pas le propos, j'aime pas. D'accord, c'est le principe même de l'art, de ne pas forcément être d'accord, mais quelqu'un qui va faire un faux procès, oui, tu es. Mais ça, c'est marrant parce qu'il y a eu il y a un ensemble de polémiques féministes qui sont très légitimes dans la plupart, notamment dans le jeu vidéo, et ça revient régulièrement au cinéma aussi, notamment avec les films de super-héros où les héroïnes ont évidemment
différence esthétique avec les héros. C'est-à-dire que les héros sont rarement représentés comme étant cambrés, avec des décolletés et des armures qui font C'est juste... un détournement du poster de Avengers à ce niveau-là. Ils avaient donné les postures des mecs aux femmes. Ça. Il y a un Tumblr là-dessus qui est absolument fantastique. Et il y a eu ce débat-là, féministe, est arrivé pour Pacific Rim. Et donc Pacific Rim qui ne brille pas forcément par la supériorité numérique de ses rôles féminins, vu qu'il doit y en avoir deux, je crois. Il y a donc la fille et la russe. Et je crois que oui. Bon, c'est pas la russe, c'est une figurante, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle arrive 3 fois. J'existe, boum, t'es mort. C'est ça. Et en fait, il y a de nombreuses critiques qui sont arrivées, disons qu'ils ont détesté le film parce que elle sous-représentait les femmes et qu'elle donnait pas une très très belle image de la femme. Et ça pose de vraies questions en fait, de comment est-ce qu'on peut apprécier un film et est-ce que des questions éthiques, des questions morales et des convictions politiques peuvent te faire détester ou te mettre à distance d'un film. On est tous un petit peu la résultante de notre passif, notre propre d'analyse. Tu parles de Pacific Rim, je trouve pas que l'image de la femme soit particulièrement salie ou mal représentée dedans. Après, l'infériorité numérique, effectivement, dans la représentation, je suis entièrement d'accord. Ça, effectivement, il y a juste un rôle féminin et bien entendu gagner en avoir plus. Après, je sais pas pourquoi là, ce débat se fait jour avec Pacific Rim en particulier, parce que la sous-représentation du genre féminin dans les films, c'est absolument pas une nouveauté, quoi. On peut remarquer ça dans absolument même tous les blockbusters qui sont sortis cet été. Tous les films américains. Ouais. Donc, on a tous nos grilles d'analyse à ce niveau. Ce qui compte, c'est vraiment de les remettre en perspective. Par exemple, Pacific Rim, je suis d'accord, mais pourquoi spécialement Pacific Rim? Pourquoi s'exciter sur ce film alors que il représente ça de la même manière que plein d'autres films qui sont sortis en plus dans la même période? Complètement. Et puis même, on pourrait reposer ce problème sur Avengers. Dans Avengers, à part, je crois qu'il y a d'ailleurs 2-3 rôles féminins importants, à peu près importants. Ouais. Et la veuve noire qui ne sert pas à grand chose. Ouais. Et la fille de How I Met Your Mother. Ouais. Et Scarlett Johansson. Enfin, Scarlett Johansson, c'est la veuve noire. Non, mince. On va y arriver. Et la troisième femme, qui est-elle? Je vois pas trop. Pepper, l'assistante de Tony Stark. Elle est dans Avengers? Elle apparaît, ouais. Connaître pas trop. C'est vrai qu'elle apparaît un peu. Elle est très peu à l'écran, mais bon, elle a toujours un rôle important vis-à-vis de... Mais dans le cas des Avengers, par exemple, critiquer le manque de personnages féminins dans ce film-là, ça revient à critiquer le déséquilibre qu'il pouvait y avoir dans des personnages créés il y a plus de 50 années, quoi. À l'époque où le personnage masculin macho testostéroné au maximum était l'icône populaire classique, quoi. De toute façon, dans l'après-guerre, même pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ces couvertures magnifiques de comic book, genre Daredevil contre Hitler. Donc, vu que c'est une adaptation d'icônes pop culturelles qui sont nées il y a une soixantaine d'années, on peut pas critiquer aujourd'hui le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnages justement de comics modernes qui sont des femmes. Et on retrouve aussi dans les jeux vidéo, les filles ne sont plus simplement des princesses à délivrer, elles deviennent des protagonistes importants et qui ne sont pas que des faire-valoir. Il y a cet effet dont le nom m'échappe, un test en fait auquel on peut soumettre les films pour savoir si les personnages féminins parlent d'autre chose que de personnages exactement, c'est ça que la critique de Pacific Rim faisait allusion. J'ai oublié le titre. Mais il y a peu de films en fait, apparemment, qui passent ce test haut la main. Le fait que 2 personnages féminins parlent systématiquement d'un homme. Et j'ai l'impression que c'est quand même en train de changer ça. Il y a de plus en plus de personnages féminins importants et forts qui ne sont pas juste des faire-valoir pour les hommes, et c'est tant mieux d'ailleurs. Après, la question c'est aussi jusqu'où on peut réadapter. Là, tu parlais du patrimoine des comic books et tout ça, des super-héros qui datent d'il y a, je sais pas, 60 ans pour les Avengers et tout ça. Mais jusqu'où on peut réadapter la chose pour la faire se conformer au canon actuel. Exactement. Jusqu'où on peut le faire, surtout sans dénaturer le truc de base, et surtout sans que ça ait l'air d'une espèce d'injection complètement arbitraire avec un personnage qui est juste placé là avec une pancarte sur le front. Je représente un archétype dont la société a besoin. C'est le code des quotas. Je trouve qu'il y a un cas intéressant par rapport à ça avec Réponse. Donc un des derniers Disney, le fait que jusqu'à présent l'image des filles dans les contes de fées, dans les dessins animés de Disney était celle de jeunes filles en détresse qui avaient besoin d'un prince pour venir les secourir, etc. Et
aujourd'hui, donc avec Réponse, on a un personnage féminin qui est fort, qui est le personnage principal, et qui est en fait responsable de son propre destin, quoi, qui n'est pas dépendant d'un prince charmant, qui est d'ailleurs assez maladroit dans le film, etc. Et je trouve que c'est assez symptomatique et représentatif de la façon dont les filles ne sont plus un deuxième sexe aujourd'hui, quoi. Et je trouve que c'est assez positif, notamment pour les petites filles aujourd'hui, qui donc du coup ont des personnages forts auxquels s'identifier, quoi, et pas des princesses décérébrées. C'est ça. Ça, c'est quand même une évolution très louable. Et qui va aller en s'améliorant, tu vois, enfin le rôle des filles dans les Pixar, dans les Pixar, mais en fait il n'y a pas tant que ça de filles dans les. Mais il y a Rebelle récemment dans Pixar. J'ai pas vu Rebelle, je pensais à Ratatouille, en fait, où tu as l'assistante qui est quand même. Qui a un vrai caractère, qui a une vraie personnalité, qui s'émourage du héros à la fin, parce que le héros s'est émouragé d'elle au début, et que du coup il y a toute la relation qui n'était pas gagnée, mais bon, apparemment il suffit d'un rat. Je pense que je vais noter ce conseil, je vais essayer de me l'appliquer pour la prochaine fois, mais enfin, les films progressent énormément sur ces questions-là, puis même au-delà de la question du féminisme, la question raciale, qui était un truc impensable. Imagine un super-héros noir il y a 50 ans. Ah oui. Et d'ailleurs, vas-y. À ce sujet, il y a des personnages qui ne sont pas noirs à l'origine, mais qui le sont dans les adaptations récentes, comme par exemple Nick Fury, qui est incarné par Samuel Jackson, qui n'est pas noir dans le comics. Et dans Thor, le dieu Heimdall, qui est incarné par Idris Elba. Oui, exactement. Pas noir dans la BD d'origine. Après, c'est bien, mais on peut interpréter toujours plus avant, quoi. Si on file un rôle important à Idris Elba en dieu nordique, il reste toujours un portier. C'est le mec qui est à la porte d'Asgard et qui dit aux gens tu entres ou tu entres pas, quoi. Donc dans ce sens-là, on peut toujours trouver une grille d'interprétation où ça va clocher d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. C'est clair. Donc mais je pense que beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer le pouvoir idéologique du cinéma mainstream, qui est pour beaucoup de gens un acquis complet, qui est un truc expurgé de tout propos politique ou de toute portée idéologique, alors que c'est gavé d'idéologie dominante. C'est juste que comme elle est dominante, les gens ne font pas gaffe, quoi. C'est des tas de valeurs qui sont distillées à travers des films qui en apparence sont anodins et légers, quoi. Bien sûr. Mais en fond, il y a forcément une idéologie, et par rapport aux personnages de comics, récemment il y a eu une initiative assez audacieuse de la part des scénaristes de Marvel, et d'ailleurs qui a généré une polémique assez importante sur le fait que Spider-Man donc devenait dans une des réalités alternatives de l'univers Marvel, puisque dans l'univers Marvel il y a de terres parallèles. Donc dans une de ces réalités parallèles, Spider-Man, Peter Parker, donc le Spider-Man historique, mourait et il était remplacé par un jeune noir homosexuel. Et donc là c'était une vraie prise de risque tout de même auprès du lectorat. Et ça n'a pas manqué de générer tollé général chez les fans. Et oui, ça pose des questions, forcément, quoi. La société évolue, les mœurs évoluent, donc les héros, les archétypes se doivent d'évoluer. De la même manière, il y avait Green Lantern aussi, qui s'est avéré être gay. C'était le premier super-héros ouvertement gay. Et t'avais aussi, très récemment, t'as eu deux personnages de comics, je crois que c'est Wonder Woman et une Bad Girl, ou un truc comme ça, qui devaient se marier. Et ça a été refusé par l'éditeur. Ça avait fait pas mal de bruit. Je crois, il faudrait vérifier, je crois que c'est Wonder Woman et une Bad Girl, un truc comme ça. Enfin, encore un croisement d'univers complètement impossible. Mais, et ça a été refusé. Le mariage entre deux personnages féminins, deux super-héroïnes qui, techniquement parlant, n'ont pas besoin de demander leur avis pour qu'il leur arrive quoi que ce soit, a été refusé. Et ça fait du bruit un peu. Moi, je trouve ça assez fascinant, la façon dont des personnages de fiction, donc qui n'existent pas, parviennent à cristalliser à un moment donné des valeurs, une vision du monde, une vision des gens, et deviennent intouchables. Je pense à Superman, qui est un symbole absolu, un pur archétype de surhomme, qui pourrait être très très difficilement, je pense, chamboulé par les scénaristes sans créer des réactions très violentes auprès des fans, même auprès du public, puisque Superman n'appartient pas qu'à ses fans, il appartient au monde entier. C'est une icône internationale. On l'a vu encore avec Man of Steel.
Ouais. où il y a eu des espèces de tollés absolus sur certains détails du film qui ne relevaient absolument pas du détail, comme attention spoiler, n'écoutez pas pendant 10 secondes si vous n'avez pas vu Man of Steel. Ouais. Quand il tue, voilà. Voilà. Donc à la fin, voilà, déjà toutes les dizaines de milliers de gens qui meurent juste par les destructions de sa bataille avec, voilà, c'est ça. Et en plus à la fin, il tue le méchant effectivement en lui pétant le cou, ce qu'il aurait pu faire avant. Alors que Superman ne tue pas. Voilà. Et donc c'est Zack Snyder qui remettait en question toute la mythologie de Superman, qui est censé être le héros parfait qui ne tue pas. C'est ça. Après, on peut mettre ça scénaristiquement sur le coup de son inexpérience, étant donné qu'il vient de devenir Superman, qu'il n'est pas encore totalement accompli et qu'il n'a pas encore un système idéologique bien maturé. Mais c'est vrai, ça, les gens rebondissent là-dessus, ça fait partie de l'imaginaire collectif de manière tellement forte que... Mais je trouve drôle la façon dont, par exemple, Superman est intouchable sur le plan de sa mythologie. Alors qu'un personnage comme Spider-Man, par exemple, c'est beaucoup plus souple, puisque le parti pris de ce personnage, c'est justement de permettre au lecteur de projeter leur faiblesse sur lui. Donc on pardonnera beaucoup plus facilement à Spider-Man de faire des conneries qu'à Superman, quoi. Qui est pour moi vraiment une forme de dieu moderne. Dans lequel on projette nos aspirations de perfection, de supériorité. Donc je trouve ça assez intéressant. Est-ce que vous avez vu Iron Man 3 ? Oui. Alors, ça va spoiler encore, donc attention. Là, on est sur 5 minutes de gros spoilers. Donc, avancez un peu si vous n'avez pas vu Iron Man 3. On parlera de Chrono Cross après. Et donc, du coup, ce qui s'est passé avec le mandarin, la relecture de ce personnage était... J'ai trouvé ça incroyable. Alors, je suis pas du tout fan des comics. J'ai jamais lu les comics, mais j'imagine que comme tous les comics, il y a ces icônes, ces représentations. Ouais. Et il se trouve que, en tant que spectateur lambda, j'ai adoré cette construction qui prenait à rebours tous les codes de super-héros. Déjà, Iron Man 3 est très ironique. Il se joue un peu des codes des films de super-héros, ce qui est jouissif. Et en plus, établir un grand méchant, mais incarnant tout ce que le monde occidental a de terreurs les plus féroces. Ah oui, c'est Ben Laden, c'est Ah oui, complètement. Et le déconstruire d'une façon extrêmement intelligente qui rappelle finalement quasiment un épisode de South Park. Moi ça confinait du génie. Puis alors c'est Ben Kingsley. Ben Kingsley qui est absolument fantastique. Je trouve ça aussi assez brillant. Je comprends le tollé chez les fans parce que quand t'es attaché à un personnage, ça aurait été bien qu'ils construisent ça sur un personnage moins connoté peut-être que le mandarin, parce que là c'est vraiment de la lecture, c'est du révisionnisme de comic book. Complètement. Mais j'étais un petit peu aussi sur ma faim, parce que j'aime beaucoup Ben Kingsley, j'aime bien beaucoup son charisme d'acteur, et le voir à ce point, ce qui joue le branleur de manière tellement réaliste dans ce film, j'étais merde, c'était un méchant vraiment qui faisait flipper, qui était super charismatique. Donc en termes de pur ressort dramatique, j'étais un peu sur ma faim, j'étais un petit peu merde, c'est dommage, parce que je trouvais le mandarin de la première moitié du film bien plus imposant que le vrai méchant joué par Guy Pearce, mais sur le pur concept, c'est vrai que c'est brillant et ça demandait vraiment des couilles au scénariste de s'aventurer là-dedans. C'est un vrai coup de génie parce qu'en prenant Ben Kingsley, on pouvait pas s'attendre à ce que ce soit un personnage ridiculisé. Le gars est super crédible, super méchant. Mais il est aussi très drôle. Voilà, mais en fait, il y a une espèce de règle maintenant au cinéma, c'est jusqu'à, en tout cas, Iron Man 3, c'est quand Ben Kingsley est dans un film, ça sera le méchant à la fin. C'est lui. Voilà, c'est comme Sheldon meurt à la fin, là c'est Ben Kingsley et le méchant. Et là ils ont retourné ça une deuxième fois. Et c'est très bien, parce qu'en plus il y a quasiment un message politique derrière ce truc, parce que tu as la figure du chef terroriste qui est épinglé en icône, qui est la cible à battre, et en fait on se rend compte que c'est une marionnette depuis le début. Et ça pose de vraies questions. Au-delà de la vanne, ça veut aussi dire que parfois il y a des méchants fabriqués de toutes pièces qu'on nous agite sous le nez pour nous donner un bouc émissaire, mais que les vrais méchants se cachent derrière, quoi. Donc il y avait aussi un message politique. Et c'est un truc qui est assez répandu dans pas mal de films de grande ampleur, j'ai trouvé. Je m'étais fait la réflexion en regardant Lone Ranger, je pensais à pas mal d'autres blockbusters où en fait il s'avère que, spoiler, les vrais méchants c'est l'institution, quoi. Et en fait dans pas mal de blockbusters finalement tu penses que la menace est extérieure, notamment comme dans Iron Man 3, et il s'avère que la menace est intérieure, et c'est vraiment l'institution sur laquelle les héros pensaient pouvoir s'appuyer qui retourne sa veste. Et à ce niveau-là, c'est assez contradictoire et assez fascinant de voir en quoi les gros blockbusters sont porteurs d'idéologies dominantes, mais en même temps trouvent des espaces de contestation et de subversion. Matrix, c'est un peu le pinacle de ça, qui est à la base un film complètement... Mais ce genre de retournement scénaristique qui implique donc un inside job, c'était inenvisageable après le 11 septembre. Et puis
on a affaire à ce type de structure scénaristique depuis quelques années, quoi. Ça devient dominant, effectivement. C'est ça. Ouais. Donc c'est assez intéressant, ça aussi. Ouais. Sur ce que Et en termes de dramaturgie, c'est vraiment c'est toujours le 4e acte. Traditionnellement, il y a 3 actes dans la construction des œuvres, des pièces et des films. Depuis pas mal de temps maintenant, j'ai l'impression que le 4e acte est devenu systématique, avec retournement de situation, effectivement. Et depuis peu de temps, j'ai l'impression qu'il y a un 5e acte maintenant. Il y a certains. C'est bizarre parce que les films, sous un angle purement calibré commercial, gagneraient en fait à ne pas être super longs, à être dans l'heure et demie ou 2 heures grand max, quoi, sous le pur angle de vue commercial hollywoodien. Ça serait logique, mais les films deviennent de plus en plus longs. Lone Ranger, par exemple, dont je parlais, il est super long, vraiment, et t'as vraiment un 5e acte dedans, et tu fais, c'est pas possible, il y a combien de retournements de situation il va y avoir? Stoppez là, les mecs, ce n'est qu'un film de divertissement, je veux sortir de la salle. Et c'est encore une contradiction du cinéma actuel que j'arrive pas trop à m'expliquer. Mais il y a un truc que Steven Spielberg et George Lucas ont dit il y a quelques mois maintenant, je crois. Sur la fin des blockbusters. Sur la fin du cinéma, en fait, carrément. Mais oui, c'est à la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu je crois que c'est d'ailleurs l'avènement des blockbusters gigantesques et la disparition du cinéma plus traditionnel. C'est-à-dire que eux, leur thèse, c'est de dire que le cinéma coûte de plus en plus cher, sans déconner. Le cinéma coûte de plus en plus cher, demande de plus en plus de temps et d'énergie. On a accès à des séries, on a accès à des films chez soi de plus en plus facilement. Et aller au cinéma, pour eux, à terme, d'ici 20-30 ans, va devenir un luxe comme aller à l'opéra. Et est-ce que toi tu le ressens comme ça ou... pas à ce point-là. Je pense que c'est tellement un rituel social. Ce que j'avais entendu, c'était surtout sur les blockbusters. En fait, il dénonçait surtout l'inflation des budgets et sur le fait que les tentpoles, les piquets de tente, les plus gros blockbusters deviennent tellement énormes finalement que les studios, c'est une roulette russe pour eux, quoi. Soit ça marche et tant mieux, soit ça marche pas et c'est quasi la faillite immédiate. Disney, coup sur coup, avec les échecs de John Carter et de Lone Ranger, là, je pense qu'ils sont sacrément dans la merde. Après, ils ont suffisamment de trucs à côté pour les faire continuer, mais n'importe quel studio serait extrêmement fragilisé. Et ce que dénonçait George Lucas et Steven Spielberg, c'est le côté colosse au pied d'argile de l'industrie hollywoodienne aujourd'hui, qui met ses billes de manière de plus en plus incontrôlable et de moins en moins gérée dans les mêmes poulains qui contiennent toute la destinée de l'industrie du cinéma. Maintenant, juste d'un claquement de doigts, d'un succès ou d'un échec complètement arbitraire, dépendent tellement d'autres choses qui vont mettre aussi pas mal d'autres productions intéressantes et de moindre ampleur un petit peu au vestiaire. Mais c'est très drôle que ça arrive au cinéma parce que cette configuration-là existe depuis toujours dans le jeu vidéo. Et Final Fantasy est né comme ça, c'est né d'un coup de poker. On ne compte plus les jeux coups de poker qui ont lancé des boîtes, quoi. Je me demande si même Rayman n'en était pas un. Je suis pas sûr, faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a de grandes franchises qui ont été des grands coups de poker. Ça, c'est des coups de poker qui lancent des boîtes. Tandis que dans l'industrie du cinéma, maintenant, c'est des boîtes qui sont là depuis tellement longtemps, les grandes majors, et c'est des coups de poker dont on n'a pas forcément besoin en dehors de l'appât du gain supplémentaire. Mais maintenant, regarde, le jeu vidéo coûte aussi une blinde. Et je me demande, est-ce que tu confirmes le fait que ça a dépassé l'industrie du cinéma ou pas, le jeu vidéo? D'après les derniers trucs que j'ai lus, oui, c'est une industrie qui est devenue encore plus grosse que le cinéma. Ça fait même quelques années que c'est le cas. Avec des produits culturels comme GTA qui donc sont les plus vendus de la planète, devant les films, devant les disques. Donc oui, je pense que l'industrie du jeu vidéo est devant tout le reste. Et donc du coup, toi, tu fais le fossoyeur de films, tu fais les après-séances, mais c'est le cinéma. Et est-ce que tu as déjà pensé à te mettre aux séries? Beaucoup de gens me le demandent sur la chaîne. Ça reste une chaîne axée cinéma, donc si je parle des séries sur la chaîne, ça sera sous l'angle quand même de l'actualité cinématographique. Par exemple, j'avais parlé de Kaamelott parce que Astier a ses projets de films de Kaamelott, cette fameuse trilogie. D'ailleurs, ça a été très subversive pour beaucoup de gens cette chronique. Attends, tu as vu ce que tu as dit. Tu as vu ce que tu as dit. En fait, j'ai vu surtout comment je l'ai dit. C'est ça qui a fait tiquer les gens, parce que la moitié des commentaires qui disent mais tu as complètement tort, ce n'est pas possible d'entendre ça. Rappelle devant tout le monde ce que tu as dit. J'ai dit qu'à mon sens, alors je reprécise la manière dont je l'ai formulé, les saisons 5 et 6 de Kaamelott sont à mon sens, sur mon angle de vue, je reprécise, à mon humble avis, ratés, mais contiennent de très bonnes choses. En fait, sur le papier, j'adore les intentions d'Astier, mais je trouve que le cumul des différents tons ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et que ce qu'il essaie de garder surtout des traits comiques des saisons précédentes, une fois mises dans le contexte des saisons 5 et 6, qui sont beaucoup plus dramatiques, qui ont vraiment un cœur dramatique très fort,
tout ce qui est hérité de ces saisons précédentes fonctionne beaucoup moins bien pour moi. Et j'aurais voulu, en tant que spectateur, qu'Astier aille plus loin dans la rupture. Déjà, il a fait une rupture de malade entre les 4 premières saisons et les saisons 5 et 6. J'aurais voulu qu'il aille encore plus loin dans cette rupture en délaissant vraiment les copier-coller, entre guillemets, qu'il a fait depuis les 4 premières saisons jusque sur les saisons 5 et 6. Et la moitié des commentaires de gens qui sont pas d'accord avec moi me disent, mais tu n'as pas compris, en fait, tu n'aimes pas que la série soit devenue dramatique. Alors que je dis explicitement dans la chronique que ce que j'aime dans les saisons 5 et 6, c'est leur aspect dramatique qui est vraiment super. Par exemple, les fins des saisons 5 et 6 ont une intensité magistrale, je suis entièrement d'accord. Surtout celle de la saison 6, à la fin, me fout un frisson avec du pensée, où il reprend la musique de Joe, le film avec Louis de Funès, réorchestré façon John Williams. Et ça donne, c'est complètement fou. Donc oui. C'est une chronique en fait, je continue à penser tout ce que j'ai dit dedans, mais qui était intéressante à voir dans la manière dont elle a été reprise et commentée sur la manière d'exprimer les choses sur Internet. J'étais un tout petit peu trop cash sur certains points dans la manière d'exprimer, ce qui fait que quand tu calibres pas tout ce que tu dis de la manière la plus énorme possible, il y aura toujours quelqu'un pour se glisser dans l'interstice d'incertitude et te faire dire ce que tu n'as pas dit. Et surtout les fans, j'imagine les fans qui connaissent la série par cœur sur le bout des doigts. C'est ça. Toutes les aspérités. Et j'ai aucun problème avec le fait que les gens soient pas d'accord avec cette chronique. De toute façon, elle n'était pas censée être caresser les gens dans le sens du poil. Mais ce qui m'emmerde, c'est quand les gens me font dire ce que j'ai pas dit. Il y a un truc qui va être très intéressant. Le 23 novembre prochain, et nous savons tous les deux ce que c'est. Oui. Et peut-être que ça va t'intéresser parce que c'est donc ça fait 50 ans de Doctor Who. Et c'est donc cette série dont je sais que nous partageons un goût certain pour Issei, qui va avoir son épisode spécial pour les 50 ans, donc un truc énorme au Royaume-Uni, et qui va sortir dans certaines salles en 3D, et juste le 23 novembre a priori. C'est pas officiellement confirmé, mais ce sont des juste le 23 novembre. A priori, c'est juste le 23 novembre. C'est particulier comme démarche. C'est un événement. Alors après, j'imagine que certains cinémas vont probablement. On va avoir l'air très con si c'est pas ça, hein, parce que le podcast il va rester jusqu'à la fin des temps et on peut pas savoir. Mais du coup, ça c'est un peu le même genre de démarche que quand, par exemple, un opéra depuis New York est diffusé dans plein de salles dans le monde en même temps, juste pour en direct. Ouais, quasiment. C'est vraiment de la performance. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est une série télé qui est portée à l'écran le temps d'un épisode spécial. Et alors je sais pas s'il y a des précédents de séries qui ont été menées à l'écran de façon sur cette même démarche avec juste une journée. Pas un remake, pas forcément un remake, mais dans la continuité, c'est-à-dire une série. Alors oui, il y a Sex and the City, évidemment. Il y a l'exemple de X-Files, dont la fin en quelque sorte a été portée à l'écran. Ça a marché. Je connais pas du tout X-Files. Je sais. Le film s'appelait Fight the Future. Ah oui, c'est ça. Et donc dans le film, on découvrait la fameuse vérité dont on nous parle depuis le début de la série. Et voilà. Est-ce qu'elle tombe comme un soufflet? Mais non, mais pas plus que dans la série elle-même d'ailleurs. C'est un peu comme dans Lost finalement. Il y avait tellement de pistes lancées qu'il n'y a pas une vérité, c'est trop complexe. Mais d'ailleurs, juste, je ferme la parenthèse après ça. Il est question de faire un 3e film de X-Files pour mettre fin encore une fois à la série. Ils ne savent pas conclure. Mais est-ce que ça veut dire dans ces cas-là qu'on peut regarder les films si on n'a pas vu la série? Ou est-ce que on va rien comprendre? Je pense que c'est possible, mais si on connaît pas le parcours des personnages, à mon avis, c'est beaucoup moins intéressant que si on l'a vu. Bien sûr. Après, il y a des cas aussi comme Twin Peaks, le film Twin Peaks, qu'il ne faut surtout pas voir avant la série parce que ça te spoil les 3 quarts de la série. Il y a tout le mystère en fait de la série construit sur qui a tué Laura Palmer. Et le film est une préquelle en gros. Et c'est un film très bizarre, très très bâtard, très imparfait, mais qui est très fascinant aussi, qui contient des choses super. Mais le film, tu vois dedans qui tue Laura Palmer. Donc si tu vois le film avant la série, ça te spoil l'entièreté de la série. Mais c'est intéressant comment que t'expliques cette relation entre le cinéma, vraiment le cinéma, les films, les longs métrages, et les séries. Est-ce que tu t'es penché un peu sur le truc ou J'aimerais m'y pencher très bientôt. Je ferais bien un épisode des Fossoyeurs un jour sur les séries cinématographiques. Parce que je pense que les séries ont toujours été plus ou moins inspirées par le cinéma. Il y a toujours eu vraiment le côté intimidant du cinéma, du grand écran qui a pesé sur les séries sans forcément les influencer en termes d'écriture, en termes de moyens. Mais à la jonction des années 2000, effectivement, avec des séries comme Les Sopranos, Six Feet Under, Oz et compagnie, qui ont lancé une nouvelle génération de séries qui sont pour le coup extrêmement cinématographiques, qui reprenaient tous les codes d'écriture cinématographique, toute la patte visuelle aussi. Le générique des Sopranos, pour ça, il est génial. Sa manière de reprendre le patrimoine cinématographique des films de gangsters, de mafieux.
Et donc ça a lancé un nouveau rapport au cinéma où les séries n'étaient plus dans l'ombre du cinéma, dans une espèce de complexe d'infériorité, mais reprenaient vraiment tous les codes du cinéma pour les porter encore plus loin. Et finalement, les séries sont devenues presque plus cinématographiques encore que les films. Regarde HBO, ouais. Voilà, parce qu'elles avaient plus de temps pour aussi développer les personnages et tout ça. Et les films, finalement, au fur et à mesure, se sont aussi rendus compte de ça et ont commencé à se réinspirer des séries. Quand tu vois un mec comme J.J. Abrams qui a fait toutes ses classes sur Alias, sur Lost et à la télé, et qui maintenant est devenu un réalisateur de films, un des plus puissants à Hollywood. Et son écriture de série, qui était déjà, par exemple, Alias, qui était très inspiré par les films, c'est devenu une série. Il a recréé un format bien à lui dans Alias, qu'il a réinsufflé dans son cinéma ensuite. Donc il y a une espèce de cycle constant qui se crée à ce niveau-là. Pour moi, Mission Impossible 3, c'est une adaptation officieuse de Alias. C'est Alias en film. C'est sûr que Jennifer Garner s'est transformée en Tom Cruise. D'accord. C'est vous, j'avais vu aucun des deux, ni Alias ni Mission Impossible 3. Ouais. Il vaut le coup. Waouh, oui, il est bien. Je sais plus quelle réputation il a auprès des communautés cinématographiques, on va dire. Ouais. Mais oui, c'est 3 et 4 sont vraiment bons. Je crois que c'est mes préférés de la série, bizarrement. Le premier était très bon, c'était le côté très froid de Palma, tout ça, mais c'était presque pas un Mission Impossible, c'était un film de Palma avant tout. Deuxième de John Woo, c'est une anomalie que j'aime, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Mission Impossible. Juste cette baston qui dure une demi-heure à la fin, qui est complètement over the top, qui n'a plus aucun sens, mais c'est comme à la fin du Pacte des loups, au bout d'un moment tu dis mais c'est n'importe quoi, mais putain c'est drôle. Oui, c'est ça. Tu lâches complètement la fameuse baston d'invasion Los Angeles, voilà, qui dure un quart d'heure de trop. Voilà. Baston la plus longue de l'histoire du cinéma. Et ouais, non, ils sont très bons, ils sont possibles 3 et 4. Est-ce que tu te penches un peu sur la question des nanars, des mauvais films à titre personnel, oui. J'ai pas encore trop développé ça dans le cadre de la chaîne et du Fossoyeur jusque présent, parce qu'effectivement, comme disait Patrick, je suis plus... pour l'instant, ça me fait plus plaisir de parler des choses vraiment qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager. Mais oui, je sais pas. Encore une fois, le format très prisé sur Internet du fait de bâcher un film juste pour des raisons comiques, c'est un format qui est très casse-gueule parce que c'est difficile de réussir. Il y en a qui sont très bons sur ce format. C'est pas forcément mon délire ou ma patte à la base. Peut-être qu'un jour je m'y essaierai si vraiment j'ai la sensation de pouvoir faire un bon truc et qu'il soit pas juste une redite de format précédent. Mais ouais, je m'y penche. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les nanars répondent aussi à un format de diffusion qui est celui du téléfilm. Et là, par exemple, il y a eu il y a pas longtemps Sharknado, qui a... Ouais. À ne pas confondre d'ailleurs navet et nanar. Ouais. Là, je parlais surtout des navets. Ah, des navets, ouais. Ah non, j'étais vraiment nanar... D'accord, parce que nanar, c'est devenu une pratique cinématographique en soi. Qui est très spécifique. Très spécifique, parce que c'est des films qui sont pour arriver de plaisir. Vraiment, tu prends plaisir à regarder des nanars, parce que c'est nul, c'est drôle. Les navets, c'est autre chose. Sur le mauvais film. Mais juste, si je peux faire une parenthèse, je crois que pour Sharknado, on a affaire à une tendance assez récente qui consiste à faire des nanars exprès. Ouais. Donc finalement, ça gâche tout le plaisir du nanar authentique qui n'est pas fait pour faire rire, quoi. Et donc Sharknado essaie de forcer la moquerie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est de la triche, un des nanars les plus célèbres, c'est L'attaque de la moussaka géante, qui est un film très second degré. Qui n'est pas un nanar. Voilà, c'est pas vraiment un nanar. C'est clair. Mais paradoxalement, pour Sharknado, il y a quand même ce côté très second degré qui est arrivé après. C'est-à-dire que le film a quand même été relu. C'est un film qui fait partie de toute la mouvance des films de la chaîne Sci-Fi, où des films comme ça sont produits massivement. Et qui arrivent après sur Énergie 12, ce genre de chaîne, qui du coup, eux, ont du contenu gratos, donc c'est nickel. Et les films sont nuls et sont mauvais, et on sait que c'est du nanar qui est poussif et qui est fait exprès. Ouais. Mais il arrive que quand même, malgré tout, il y a eu ce public qui s'accroche sur ces films et qui font ok, c'est de la merde, regardons-le. Ouais. Et live tweetons-le, quoi. Et c'est assez intéressant le phénomène. Il y a en fait toute la puissance du nanar est fondée sur le décalage de perception. Si un réalisateur de nanar veut faire un truc au premier degré, que c'est une bouse absolue qui devient hilarant à cause de ça, c'est parce que tu le regardes au second degré, toi. Si un réalisateur essaie de faire nanar au second degré et qu'au final tu recommandes du film au 4e degré, t'as toujours un degré d'avance. Un nanar involontaire, un nanar second degré peut devenir aussi un nanar parce que le mec s'est complètement aussi loupé dans sa manière de vouloir être ironique. Son second degré peut être mauvais. Voilà. On peut rire du second degré mauvais. Exactement. En fait, c'est du second degré au premier degré. Voilà. C'est une mise en abîme. C'est exactement ça. Ouais. Non, je suis tombé sur ce genre de production et la plupart du temps c'est assez sinistre, je trouve, effectivement. C'est clair. Mais il y en a certains qui sont absolument géniaux, quoi. C'est lequel où il y a des gens qui sont dans un avion, il y a un mec qui regarde par le hublot et fait oh mon dieu, et il voit un espèce de requin géant qui saute et qui quitte le l'avion. C'était lequel celui-là? Je sais plus, mais je crois qu'il est devenu emblématique de cette scène, la méga shark versus Giant Octopus. Ouais.
Je sais plus, mais oui, c'est ça, quoi. C'est les mauvais films qui sont qui piquent. Et on trouve souvent des acteurs de séries déchues, mais même de sitcoms d'ailleurs, type Paul Goslar, qui jouait Zach dans Sauvé par le Bon, etc. Oui, ou acteur porno aussi. Ouais. Effectivement. C'est vrai. Piranha 3D de Alexandre Aja est une belle anomalie à ce niveau-là. C'était à mi-chemin entre le nanar, le navet et le bon gros délire vraiment fandard. Donc il reprenait toute cette esthétique tout en le menant sur un truc plus maîtrisé, on va dire. Et qui était vraiment aussi drôle au premier degré. Mais on dirait qu'il y a des générateurs parfois de concepts. Quand tu vois un pitch de film avec dans la description des mots-clés comme nazi, zombie, vampire, qui se met de pirates, Snow, oui. Ça dans la neige. Mais non, mais Death Note, c'est exactement ça. Il y a aussi Iron Sky. Quelle déception celui-là. Mais j'ai attendu pendant tellement longtemps ce film, les bandes annonces, j'étais comme un fou. Et je sais pas, il est pas si mal. Ouais, faut que je lui redonne une chance. Je l'ai même pas regardé en entier en fait. La première demi-heure m'a tellement mis de travers que, en fait, l'humour potache, je m'attendais pas du tout à ça. Et même une fois que je me suis mis dans cet état d'esprit, je trouvais ça vraiment poussif. Alors que j'aimais toute l'esthétique, j'aimais tout. Mais il était quand même bien fichu, esthétiquement parlant. Ah oui, ça ouais. J'avais rencontré l'équipe de production quand j'étais allé à Cannes. C'était il y a en 2011, 2012, je sais plus. Et j'avais discuté avec le réalisateur qui m'expliquait un petit peu ses intentions. Et c'est génial la manière dont ils ont construit ce film avec tous les financements participatifs sur Net. Ils ont créé vraiment un modèle économique à part. Et je suis curieux de voir si ça va faire d'autres adeptes et si d'autres films de cette ampleur vont pouvoir se construire juste sur ce genre de démarche. Il y a eu un film aussi qui a été une petite claque, enfin en tout cas qui a remis certaines personnes en place, qui était Dredd, le remake de Judge Dredd. Putain, c'était bon. Oui, c'est ça qui était fou, c'est qu'on a Judge Dredd, on l'a dans notre imaginaire collectif, on le voit comme dans Scrubs, c'est-à-dire que c'est le film que tu pattes entre potes, soirée pizza bière et tout, film à la con, tu connais les répliques par cœur, la loi c'est moi, machin. Et paf, l'annonce tombe d'un remake. Et tout le monde savait, un remake de Judge Dredd, on va bien se marrer. Surtout que tu vois le casting qui apparaît, bon, les gens à l'époque sont pas, enfin, c'est des noms connus, mais c'est plutôt des gens qui étaient habitués à ce gros. Donc tu sens le nanar venir à des kilomètres. Et boum, le film est bon. Ah oui, t'es vraiment très bon, quoi. C'était vraiment un clos gigantesque. Série B, en plein dans la mouvance années 80, très viscéral, très premier degré. Bien fait. Ouais, je l'ai pas vu, mais j'espère que ce sera pareil pour Robocop. Oui. Il y a moins de chance, vu sur des reproductions, là. Je crois que Robocop, en fait, a été relancé, à mon avis, par les studios qui possédaient la licence pour concurrencer Iron Man, quoi. Ouais. Alors, c'est tellement pas le propos original. C'est ultra subversif, l'original, quoi. Mais alors, moi, j'ai vu la bande-annonce aussi de Robocop et il y a des trucs qui m'ont l'air de coller en fait avec. Bon, après, donc tu confirmes. Mais je dis ça uniquement par rapport à l'enfer de développement qu'il a traversé en fait. Alors ça, par contre, je suis pas du tout au courant. Alors on m'a dit qu'effectivement c'était galère, mais c'était une horreur apparemment ce film. Enfin voilà les raisons habituelles de divergence créatrice, le réalisateur qui a la sensation que son film a complètement été piqué par les producteurs, par la Final Cut, c'est pas du tout conforme à sa vision d'origine, il y a des trucs qui ont leaké sur internet, sur tous les problèmes de la production. En fait, c'était un bordel absolu, et en fait, ce film était, déjà, avant qu'il sorte, haï par beaucoup de gens. En tout cas, c'est déjà une espèce d'œuvre bizarroïde difforme, donc, mais peut-être que ça serait une bonne surprise. Hein. Parce que, oui, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait que Robocop, quand il est sorti en 80, combien? Je sais plus quelle était la. Soit 80, ça doit être plutôt 86, 87. Ouais. Pas complètement années 80. Il est dans des problématiques d'années 80. C'est-à-dire que Murphy se fait dégommer dans une guerre des gangs, au milieu d'un truc de guerre des gangs. Traumatisé par cette scène. Et là, on voit aujourd'hui dans la bande-annonce que Murphy se fait exploser, à coup de voiture piégée. Et en fait, dans les deux cas, ce sont des peurs de l'époque. C'est-à-dire que ce sont des peurs la peur de la guerre des gangs dans les années 80, avec ces gens de Détroit vraiment paralysés par le... Et en 2013, le terrorisme. Et donc, en partant sur cette base-là, j'ai envie d'y croire. Je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les deux films, c'est que dans le premier, Murphy est une machine qui lutte pour essayer de retrouver ce qui lui reste d'humanité, alors que là, dans le cadre de ce remake, Robocop est grièvement blessé, mais le cerveau n'est pas touché. Donc, c'est... c'est un humain qui doit s'habituer à sa casse. Normal, voilà, qui est réparé physiquement, mais qui garde le même esprit qu'avant, quoi, je crois. Donc c'est dans la bande-annonce, ça devient une sorte de super-héros. L'accent est plus mis effectivement sur sa famille, son côté humain et sur sa manière de gérer ça après avoir changé de corps. Dans la bande-annonce, j'avais l'impression qu'effectivement c'était plus sensible, mais parce que
il y avait des émotions humaines qui revenaient automatiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était pas une quête, mais il avait des émotions qui lui revenaient et il comprend pas en fait ce qui lui arrive. C'est comme ça que je l'ai senti. Et si l'on pas fait Peter Sarlet, c'est aussi parce que le film est PG-13 quand même. Là, c'est pareil. Ça se trouve, on se plante comme des grosses Il a pas du tout la même tête sans son casque que l'original. Ouais, Peter Weller. Figuré. Et qui fait très peur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste un masque qui est posé sur. Oui. Et c'est terrifiant comme vision. J'adore cet acteur. C'est dommage qu'il ait pas une carrière qu'il fasse plus. Il a fait quoi plus justice. Derrière moi, il était dans Star Trek Into Darkness. C'était le méchant. Moi, je crois qu'avec. C'est pas Cumberbatch, c'était l'autre. Avec Robocop, le film qui m'a le plus marqué personnellement avec Peter Weller, c'est Le Festin nu. Putain, mais oui, il est génial. Ah oui, putain, je pensais plus quoi. Je pensais à Léviathan, un autre film de genre série B sous l'eau qui est. C'est un véritable ovni quoi. Ah ouais. Ce film. Je le connais pas du tout. C'est quoi? C'est une adaptation de Burroughs par David Cronenberg. Le roman est totalement surréaliste, inadaptable en fait. Ouais. C'est vraiment les délires d'un auteur drogué en réalité au premier degré. Et donc Cronenberg a réussi à mettre ça en image alors que c'est un pur cauchemar quoi, sur le papier. Mais c'est pas Burroughs lui-même qui se met en scène dans un délire dans le roman, puisque j'ai pas lu le roman, mais parce que dans le film il y a toute la clique des écrivains d'école, il y a Ginsberg et compagnie qui apparaissent. Je pense que c'est en partie autobiographique, mais c'est l'autobiographie d'un drogué qui était sans doute drogué quand il écrivait quoi. Donc c'est le livre est hallucinant et le film est incroyable quoi. C'est fou ça. Tu le vois. Moi j'aime beaucoup aussi là c'est plutôt Verhoeven vraiment, et en termes de blockbuster série B mais qui est quand même pas tout à fait complètement débile, Starship Troopers est quand même un modèle du genre. Tellement un ovni Starship Troopers. Je sais même pas s'il y a un équivalent à ce film à ce jour. Il est tellement particulier ce film, tellement subversif, tellement à part. Et surtout c'est en termes de purs effets spéciaux aussi, c'était la première fois que je vois au cinéma des effets spéciaux qui n'étaient pas des animatroniques et qui avaient l'air réels, des effets numériques, vraiment avec une sensation de lourdeur et de réalisme dans les textures. Et c'est vrai que je me souviens, moi, quand j'avais vu, tous mes potes étaient au collège à ce moment-là, et tout le monde revenait en disant va pas voir Starship Troopers, les créatures vont te faire flipper pendant des semaines entières. Et j'ai vu ce film que en 2009, je crois. C'est flippant, effectivement, je suis mort de trouille. Premiers émois d'adolescence aussi, avec Dennis Richards nu sous la douche, ainsi que l'autre actrice dont le nom m'échappe. Non, c'était l'autre actrice qui jouait justement Dennis Richards, n'était pas nue dans ce film. Non, bref, pas dans ce film. Je m'égare. Il n'y pas de Sex Intentions. On fera un autre podcast. Oui. Pour parler de tout ça, mais oui. Mais c'est incroyable ce film, et très bêtement, la façon dont le cinéma a pu influer et déclencher des émois chez certaines personnes, là où tu peux attendre la vie. Enfin, je veux dire, très clairement, qui veut la peau de Roger Rabbit n'est pas uniquement. Voilà, absolument. Et c'est fou, enfin, comme. Et ça reste. Bon, après, parce que le personnage reprenait aussi les codes des actrices. C'est ça. Comme qui Rita Hayworth. Oui. Je pense que c'est le modèle de Jessica Rabbit. Complètement. Mais oui, mais après, le cinéma, c'est aussi un mode de construction identitaire. Quand t'es enfant, adolescent, tout ça, c'est des représentations auxquelles t'as affaire. Ça te met à l'épreuve aussi en tant qu'individu. T'explores tes goûts, t'explores ton identité. Donc, quand t'es adolescent, c'est là que tu vas être le plus réceptif, je pense, de manière viscérale à certains trucs, dont les premiers émois et c'est ça. Certains personnages. Est-ce qu'il y a encore, je suis pas trop, mais est-ce qu'on voit encore des choses du style, ce qui est arrivé pendant Scream par exemple, où on a des collectifs qui s'émeuvent énormément de la violence des films en disant que ça peut justifier des crimes, ce genre de choses, expliquer des comportements. On voit ça avec Call of Duty encore aujourd'hui, où dès qu'il y a un mec qui fait une fusillade aux États-Unis, on va d'abord regarder dans sa Logitech Xbox, mais est-ce que le cinéma en est encore victime? Je pense que oui. Récemment, il y a eu Kick-Ass 2 là, où Jim Carrey s'est retiré de la promotion, de la campagne de promotion, parce qu'il jugeait le film finalement trop violent. Il avait changé d'avis. C'était au vu en fait d'une fusillade récente aux États-Unis. Il y avait encore pas mal d'émois par rapport à ça, et Jim Carrey finalement a dit non quoi, en mettant le haut là sur la violence du film. Alors, quand tu fais la suite de Kick-Ass, tu vas pas faire, tu sais que tu vas faire un film violent quoi. C'est clair. Et puis oui. C'est quand même assez affligeant qu'encore aujourd'hui, on tombe dans cet amalgame qui consiste à dire que les films violents vont générer des comportements violents. Bien sûr. Il suffit de regarder l'histoire pour s'apercevoir qu'avant l'invention du cinéma, il n'y avait absolument aucune violence. Non, c'est évidemment. Pas de guerre, ni de torture, évidemment, jamais mutilation, voilà. Et il y a donc un critique éminent qui est mort aujourd'hui, qui était Roger Ebert, qui est le pape de la critique US. Qui avait répondu à une interview sur Bowling for Columbine, et en fait la journaliste voulait lui faire dire que les films
violents donc provoquaient ce type de dérapage et de drame. Et donc il avait répondu à la journaliste que selon lui, ce qui provoquait les violences et les massacres de masse dans les écoles, c'était pas les films, mais c'était les médias qui parlaient des tueurs de masse et qui les starifiaient d'une certaine manière et qui leur donnaient la leçon suivante: si vous tuez vos camarades de classe en masse, vous deviendrez une icône, on parlera de vous dans tous les journaux, et tout le monde verra qu'il fallait pas vous faire chier, quoi. Et d'ailleurs, c'est une intervention brillante de Marilyn Manson dans Bowling for Columbine. C'est exactement ça. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous leur diriez si vous les voyez À l'époque, j'étais ravi de voir que Marilyn Manson pouvait être aussi perçu maintenant par le grand public sous cet angle, alors qu'il disait vraiment des trucs super intelligents. Je crois que son image a totalement changé depuis ce documentaire. Ouais. Les gens ont compris qu'il avait un cerveau, ce gars. Ah oui, c'est un mec très très intelligent. Il disait un truc très juste. Manipuler la peur pour pouvoir faire consommer les gens, et ainsi de suite, quoi. C'est ça. Et alimenter la et avec cette phrase qui reste encore et qui tourne encore sur les réseaux, qui est qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes aujourd'hui si vous les voyez? Je leur dirais rien, je les écouterais, parce que c'est ce que personne n'a jamais. Ça, c'était très très fort, comme citation. Mais c'est marrant. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans le film, on voit donc les lobbies des armes à feu en vente libre, etc. Et c'est drôle de voir que ces gens-là condamnent les films violents, la musique violente, Marilyn Manson, etc., mais ne pensent pas une seule seconde que peut-être le fait de vendre des armes à feu librement génère des meurtres de masse. Enfin, le paradoxe me semble tellement fou. Ils pensent que c'est d'abord le cinéma, pas le fait qu'il y ait des armes en vente libre, quoi. C'est incroyable de s'aveugler. C'est pas un paradoxe près. La fin de Bowling for Columbine est géniale à ce niveau-là. C'est quoi déjà Charlton Heston, il va interviewer Charlton Heston, et tu vois ce plan juste où Charlton Heston trouve une excuse bateau pour se barrer parce qu'il n'y a juste pas d'argument par rapport à ce que demande Moore, et tu vois ce plan où il part comme un vieux mec fragile. C'est terrible. C'est terrible, horrible ce plan, vraiment. Tu vois, toute l'icône Heston s'évapore dans ce plan, quoi. C'est On n'a toujours pas résolu la question de Marion Cotillard, mais enfin il y a un temps pour tout. Merci à François et à Patrick pour leur session. Vous pouvez les retrouver sur Facebook et YouTube à la mention Fossoyeur de film et Axolot respectivement. Nous, on est sur l'original toutattaché.net et bien sûr on se retrouve très vite, notamment sur Facebook à l'original. Merci beaucoup à vous de nous avoir tolérés, suivis, encaissés. On se retrouve très vite pour un prochain podcast évidemment. À la prochaine. Ciao.